Bonsoir. Bonsoir Serge. 6 personnes. 14. Malek Zori de la Marsa, salut. Salut Malek. Maryse, comment vas-tu? Ça va bien? Michel Cohen, comment vas-tu? Michel Cohen, on a fait toute l'école ensemble avec Michel. De la 6e au bac, on était dans la même classe avec Michel. Comment ça va? Ça va bien? Daniel Siri de Marseille. Alain Siri, son mari, je pense, mon copain. Salut Daniel, salut Alain. Si aussi regarde, Marisa Sriki, bonsoir. Où vous êtes Marisa Sriki? Handa Dad, bonsoir. Est-ce qu'il t'a téléphoné, Guez, pour la tombe de son grand-père ou de son oncle, je sais pas quoi? Voilà, Enda, c'est celle qui s'occupe de la rénovation des tombes si vous avez au Borgel. Vous m'envoyez un message, je vous donnerai ses coordonnées si vous avez des tombes à rénover ou vous voulez qu'on s'occupe d'un parent à Tunis, enterré au Borgel. Céline Chély, salut. Je sais que tu vas à Marsa bientôt. Comment vas-tu Céline? Arlette Betito de Marseille, comment ça va? Pierre Zeytoun Delat, Malek de Marsa qui rencontre Pierre Zeytoun Delat, sympathique. Pierre, il nous a pas fait de randonnée cette fois-ci. Arlette Betito, on sait que vous êtes de Marseille. Claude Elman, comment ça va? Peggy Dorjman, comment vas-tu? Tout va bien? Michel Sidbon, salut. La copine Michel, comment elle va? Guillaume de Miami. C'est bon, on a Miami, on a Tunis, on a Elat ce soir. Ça va. Commence à être international, enfin continue à être international. Un cœur qui a envoyé le cœur. Stéphane Zekdoun, salut. Comment vas-tu Stéphane? Tout va bien? Marisa Skriki en Espagne. Bonsoir Marisa. D'Espagne. Vous voyez l'Espagne, les États-Unis, la Tunisie, Israël. Josiane Brami, bonsoir. Comment va la famille? André Besselou, mon frère. Joël Haddad. Shalom Joël. Comment vas-tu? Tout va bien? Michel Torgeman, mon ami Michel. Du tennis. On a passé des années folles au tennis Jean-Bouin. Avec sa fille Émilie, mon fils Jonathan. C'était les grandes années du tennis. Salut coucou Corinne Saban. Comment vas-tu Corinne? Sanda Turquie de Tunis, la Marsa à côté de Chemalek. Tonia Gomri, bonsoir. Peggy elle résiste. Mais il faut résister, hein. Vous savez, la situation aujourd'hui est un peu bizarre. Hein. Ouais. Paul Blanc de Cannes. Salut Cannes. Salut à tout le monde. Eddie Dedigou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pascal Bocara, bonsoir. Bonsoir. Simonaski, bonsoir. Jean-Luc Ada, tout va bien, Elat? Demande-t-il à Pierre Zeytoun. Jean-Luc Ada, on a mangé avec lui à midi. Alors je fais ce midi, on a fait une escapade au rendez-vous, au restaurant de rendez-vous. On s'est tapé des sandwichs tunisiens, des sandwichs au merguez, de folie. Allez au rendez-vous, si vous voulez manger un bon sandwich. Bon, enfin, il n'y a pas que là, mais là, c'était bon aujourd'hui à midi. On s'est retrouvé avec Fabien. Amel Torlajimi. Alors, Amel Torlajimi m'a envoyé un message comme quoi il y avait un nouveau variant en Tunisie. Je me suis renseigné auprès de Sanda. Effectivement, d'après Sanda, il y a 2 nouveaux variants en Tunisie. Un qui serait situé à la Marsa et l'autre au Bardo. Mais il n'a pas été tout à fait séquencé. On ne sait pas si ça touche la protéine Spike. Mais enfin, de nouveaux variants. Encore des variants. Diane Michigan, salut. Comment ça va? Joël Haddad. Bonsoir, papa. Voilà comment on rencontre son père à travers de ce groupe. Donc Serge Belaï, salut Serge, comment vas-tu? Ça va bien? Il a rendez-vous pour la première injection. Stéphane Zegdoun, très bien. Paola Nataf, comment vas-tu? Je sais que ton mari a été vacciné. Et toi, est-ce que tu t'es fait vacciner? Cadeau Pro, salut. Est-ce que tu peux partager sur le groupe? Claude Namer avec nous à midi, avec Claude. On a fait un kiff ouf, on a un peu respiré aujourd'hui à midi. Hein. Philippe Daoudi, salut, comment vas-tu? Tout va bien? Oui, on a les jolis cadavres, on a le droit de dire qu'on a fait un kiff. Oui, on a fait un kiff à midi, on est parti, on a fait un sandwich tunisien, on était 4 copains, un peu d'oxygène, il faisait beau et tout, un peu, pas beaucoup, hein, parce que j'ai vu des réunions hier, rue de Bussy, notamment, c'était insupportable, tout ce monde qui avait entassé sans cette rue de Bussy, tous ces jeunes avec des bières, de la vodka, c'est de la folie, c'était de la folie, mais
Bon, je vais en reparler pour l'instant. Aujourd'hui, on va pas faire un long live parce que j'ai pas le... Bonsoir, Mustapha, comment vas-tu? Alors, tu as vu, Iris, elle a couru, elle est arrivée 7e. Mais c'était bizarre, elle a couru à 2000 mètres la semaine dernière et là, elle a couru 1200 mètres. C'était un peu anachronique. Guy, bon, comme ça, salut, mon oncle. Comment vas-tu, Guy? J'espère que tout va bien, que tu es en bonne santé. Fais attention à toi, faites tous attention à vous. Sophie Bouche, ma voisine, comment vas-tu, Sophie? Tout va bien? Corinne Lastry, salut. Comment vas-tu? 458, on commence à 500. Paul est vacciné, mais pas moi. Ouais, je savais que Paul était vacciné, mais toi, pourquoi t'as pas voulu? Il va, Jordan Messelou, mon neveu. Comme ça, quand Paul, il va voyager, toi, tu vas rester à Paris, Paola. Hein? Moi, Carole, c'est qu'il a décidé à se faire vacciner. Je lui ai dit que je partais. Letty Guidou, Latifa de sa fille. Bon, je sais pas qui c'est. Françoise Rebibo, comment vas-tu? Tout va bien? Raymond Rebibo, Françoise et Raymond, ils regardent. Mari et femme, comment ça va? Martine Lamy, salut. Ma fille et 4 enfants, et News Nice, je sais pas, j'ai ma fille et 4 petits-enfants et un gendre. Bon, eh ben... Tanza Hélène, ma cousine, Michel Bassadoun, comment vas-tu? Présent pour cette saison. J'ai failli ne pas faire ce live aujourd'hui, je vous dis franchement. Nicole Benamou à Nice, comment ça va Nice? Daisy Chemla, bonsoir. On est 500 juste, c'est bien. On va pouvoir commencer. 502, bon ben ça monte encore. 2 minutes et on commence. Leïla Zouari, comment vas-tu? Ça va bien? Tunis, la Marsa, un nouveau variant, la Marsa. C'est pas une variante, c'est un variant. On va voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Marseille au Bardo, d'après Sanda qui est sur nos lignes, là. On va peut-être l'appeler à participer, Sanda. Mais je sais pas comment faire participer, c'est ça le problème. Inquiète pour Ah oui, Martine Lamy est inquiète pour ses enfants et ses petits-enfants sur la Côte d'Azur, ouais. Ouais, la situation en France n'est pas... je vous ai dit, hein, même si ça baisse dans le monde, en France, il faut faire très attention. Hein. La situation avec ces variants anglais, c'était le doute qu'on avait émis, hein, parce que ce variant anglais, il commence à nous embêter en France. Et je vous dis franchement, c'est pas le moment de se relâcher. Aujourd'hui, il a fait très beau, hier aussi, et ça a été un grand problème, parce que les gens se sont tous regroupés, les gens se sont rassemblés, il y avait beaucoup de monde partout dans les rues, partout, des photos aussi bien à la montagne qu'à Paris et à Nice, mais pas seulement en France, en Italie aussi, beaucoup de rassemblements, parce que les gens ont profité les premiers beaux jours qui sont arrivés comme ça subitement. Après le froid de la semaine dernière, il a fait beau et tout le monde est sorti, personne n'avait de masque et c'était vraiment un grand problème. Salut Nina, comment vas-tu? Et faut faire très attention, la situation n'est pas finie en France. Il faut pas vous laisser aller, il faut faire très attention. Je vous dis franchement, j'ai failli ne pas faire ce live ce soir parce que j'ai un bon ami, enfin vraiment 40 ans qui fait un Covid très très grave. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a perturbé, bouleversé. Et vous savez, on a déjà beaucoup souffert en mars, on a eu beaucoup d'amis qui sont partis, et là je vois encore ces jeunes, et je voulais vous rappeler que Cyril Cohen, le professeur Cyril Cohen, qu'on a interviewé à 2 reprises, nous avait dit faites attention avec ce variant anglais, faites attention, ne rigolez pas, il touche les jeunes. J'y croyais pas, moi, c'est les Catherine, comment vas-tu? J'y croyais pas, cette histoire de variant anglais qui touchait les jeunes, mais malheureusement c'est vrai, je le vois aujourd'hui. Je le vois avec ce jeune qui est dans une forme grave. Faites attention les jeunes, faites attention. Ce Covid touche les jeunes aujourd'hui, cette forme anglaise touche les jeunes. Et vous risquez à 40 ans de vous trouver dans une forme grave. Ne baissez pas la garde. Vous qui avez des enfants de 40 ans, mettez-les en garde. Dites-leur que rien n'est fini, même si ça va mieux d'une manière globale dans le monde. Pour la France, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous ai dit qu'en France et en Italie, on a ces variants anglais. N'oubliez pas ce qu'a fait l'Allemagne. Je vais en reparler. Elle a fermé ses frontières. La France, on n'a pas fermé les frontières. Vous avez vu que Laurent Bayer, il nous a envoyé le patron de Biogroup, l'un des patrons de Biogroup. Il y a 50% de variants anglais à Paris, en Île-de-France. Ne lâchez pas l'attention à Paris. Faites attention. Ça touche les jeunes. C'est très grave. Je vous assure, je parle sincèrement. Ne lâchez pas, c'est très important. Je suis très bouleversé aujourd'hui. Je vous dis, j'ai failli ne pas le faire, ce live. 40 ans, vous vous rendez compte ce que c'est, 40 ans? Moi, mon fils aîné, il a 35 ans. Mais vous savez dire, ça veut dire, c'est très grave. 40 ans, faire une forme grave.
Mais c'est affreux. Alors faites attention, c'est pas fini, ne lâchez pas. Surtout en Île-de-France, on a 50% de variants anglais. Je vois que l'épidémie, et c'est pas qu'elle repart, mais je vois autour de moi de plus en plus de cas. Mais imaginez si ça touche des jeunes de 40 ans et qui font des formes graves. C'est terrible. C'est terrible. Faites attention. Je vous ai dit peut-être que je vous ai trop donné d'espoir en vous disant les 2 dernières semaines que l'épidémie était en train de baisser dans le monde. C'est vrai qu'elle baisse dans le monde. J'ai encore vu les chiffres aujourd'hui, mais on s'en fout du monde. Nous, on est en France. On est à Paris. En Île-de-France, pour ceux qui y sont. Faites attention, en Île-de-France, il y a beaucoup de variants anglais. Et ce variant anglais touche les jeunes. Il nous avait prévenu, le professeur Cyril Cohen. Revoyez sa vidéo, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Il nous avait dit, faites attention, ce virus anglais touche les jeunes et les femmes enceintes. Faites attention. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Ce que je vous dis est sérieux, c'est grave. C'est grave. Alors ne lâchez pas. Gardez vos masques, gardez le gel hydroalcoolique. Ne vous perdez pas à sortir dans des rassemblements comme j'en ai vu tant cet après-midi. Vous pouvez aller pour sortir, voir des amis, rester à 4, 3, 4, 2 couples d'amis, que vous êtes sûr. Mais n'allez pas, surtout que la vaccination n'a pas beaucoup avancé en France. Faites attention. Faites attention, le moment n'est pas encore de se relâcher, le moment n'est pas encore de laisser les choses se faire. Ce variant anglais, c'était le risque pour la France. Je me demande même si Macron ne va pas être obligé de reconfiner à cause de ce variant anglais. Il a pris une proportion importante, surtout en Île-de-France. Il est assez hétérogène dans toute la France. Il nous a fait, vous avez allé reprendre le poste de Laurent, il nous a donné la répartition des résultats de Biogroupe sur la France entière. Et vous voyez les régions où il est prépondérant et il n'est pas prépondérant. Donc faites attention, même dans toutes les autres villes de France, faites très attention. Parce qu'à la différence de mars, aujourd'hui, les jeunes peuvent être touchés. C'est ça la grande différence. Alors les jeunes, c'est sûr que Dieu les protège, ils vont pas arriver, ils arrivent rarement en des formes graves, et quand bien même ils s'en sortent parce qu'ils ont un corps qui est plus résistant, qui est plus jeune, une machine qui fonctionne mieux. Donc si Dieu veut, tout va aller pour ce gamin. On prie pour lui de toute façon. Mais quand même, faites attention parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence entre les jeunes et les vieux. Donc méfiez-vous. Bien sûr, il me parle de la fête de Pourim. N'oubliez pas Pourim dernier. N'oubliez pas que ça a été une grande source de contamination. Vous-même qui allez dans les églises ou dans les mosquées ou dans les synagogues, faites attention dans ces réunions. Vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, c'est mon premier cri d'alerte. Et je vous ai dit, aujourd'hui, je ne ferai pas une grande vidéo, une longue vidéo, parce que j'ai pas le cœur à ça. J'ai vraiment pas le cœur à ça. Mais on va quand même, il faut continuer, le show must go on, comme on dit. Hein. On doit continuer parce qu'on ne doit pas s'arrêter à chaque adversité et on ne doit pas s'arrêter quand la vie est difficile. Il faut avancer, avancer, avancer. Et c'est l'épreuve de ce Covid qui nous fait encore une épreuve et qui nous montre que dans la vie, de toute façon, on ne peut pas s'arrêter à chaque épreuve. Il faut continuer, la vie doit continuer. On doit avancer, il faut y aller. Voilà. Donc maintenant, faites attention. Je voulais vous lancer ce cri d'alerte. Je voulais vous dire ça parce que la situation, elle est ce qu'elle est. Alors faites attention à vos enfants, faites attention à vous. Mettez-les en garde. Sachez que les jeunes ne sont plus à l'abri de faire des formes graves. Il nous avait prévenu Cyril Cohen. Moi aussi, je vous le dis, car je l'ai vu. Voilà. Donc c'était le préambule que je voulais vous dire. Je sais qu'il n'est pas très agréable. Je sais que c'est pas très rassurant. Mais c'est les faits. Moi, depuis le début de mars, je vous donne les faits. Je ne vous raconte pas d'histoire, je vois ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il en est autour de moi au point de vue épidémie de ce que je vois? Je vois qu'il y a de plus en plus de cas. Alors, bien sûr, je ne vois pas que des cas graves, Dieu merci, parce que sinon je serais en dépression, je me serais flingué. Mais il y a de plus en plus de cas en Île-de-France. Et donc faites attention. J'ai eu la confirmation avec Alex Amanou, vous savez, le jeune médecin qui est dans notre groupe, qui me dit que il les voit de plus en plus de cas dans urgence où il est. Par contre, Ethan Mars, l'autre jeune qui est du groupe, me dit qu'au SAMU c'est plutôt calme. Donc on a un peu des avis un peu comme ça. Il semblerait qu'il y ait plus de cas mais moins graves. C'est ce qui semble de plus. Mais enfin bon.
Faites attention quand même, parce que l'épidémie n'est pas finie. Je vous ai dit qu'on est dans un plateau, qu'un plateau qui reste élevé en France. Donc faites attention où que vous soyez en France. Ce n'est pas le moment que ce variant anglais aille se diffuser dans toute la France de manière homogène, car sinon on va exploser. Alors qu'est-ce qu'il en est un peu? On va refaire rapidement, parce que je vous ai dit, hein, on va refaire un peu, je vais vous dire quelques trucs essentiels. D'abord, pourquoi, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui le ministère de la Santé israélienne a publié les rapports du bienfait du vaccin contre le coronavirus. C'est-à-dire que maintenant, en Israël, ils ont un résultat qui est assez significatif sur le nombre de patients qu'ils ont vaccinés 2 fois. Et donc, ils peuvent donner les chiffres de protection du vaccin après 2 injections et 15 jours après la 2e injection. Le bénéfice du vaccin mesure le risque de développer la maladie pour les personnes qui ont été vaccinées avec 2 doses de vaccin par rapport aux gens qui n'ont pas été vaccinés du tout. Selon les dernières données, le vaccin présente un bénéfice très élevé contre la morbidité, les hospitalisations et la mortalité. Donc, c'est efficace sur la morbidité, c'est-à-dire les complications, les hospitalisations et la mortalité. Quelle est l'efficacité? Donc on parle bien du Pfizer. Je pense que vous avez vu cette étude. Et je vous l'explique, je vous la reprends pour vous l'expliquer. Le bénéfice du vaccin après 14 jours après la 2e injection. Il y a 95,8% d'amélioration dans la prévention de l'ensemble des cas de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances de faire moins de la maladie. On a 98% dans la prévention de faire de la maladie avec fièvre et tout, et problèmes respiratoires. Donc 98% de chances en moins de faire une maladie avec fièvre et tout. 98,9%, donc pratiquement 99% de prévention des hospitalisations. 99,2% dans la prévention des formes sévères. Et 98,9% dans la prévention de la mortalité par le corona. Mais vous vous rendez compte, ces chiffres? Ils sont énormes. On a une prévention pratiquement énorme. Alors vous qui nous regardez d'Israël, précipitez-vous, vous avez des vaccins, faites-le. Je sais que les 3/4 des gens l'ont fait. Mais regardez les résultats. Pour les sceptiques et les complotistes et tout ça, mais regardez les résultats. Ces résultats sont incroyables. Alors c'est vrai que maintenant à Paris, on a surtout de l'AstraZeneca. Mais je vous l'ai dit la dernière fois, l'AstraZeneca, c'est 60% de protection. Alors c'est vrai, certains me disent, alors depuis le téléphone, ils me disent, avec l'AstraZeneca, on va faire 40 de fièvre, ou je sais pas quoi, pendant 2 jours. Et alors? Et quand vous allez en Afrique et vous faites le vaccin de la fièvre jaune, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quel jour de fièvre à 40 de fièvre? Quand les enfants, vous leur faites le vaccin de PC, tous les vaccins des polio, qu'est-ce qu'ils font? Il faut 40 de fièvre, pendant 3 jours. Quand vous faites un vaccin de manière générale, faites 40 de fièvre. On dirait, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont fait ça, AstraZeneca, on a 40 de fièvre. Et alors? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites un vaccin? N'importe quel vaccin que vous faites, ils ont 40 de fièvre. C'est anormal que le Pfizer ne donne pas 40 de fièvre. C'est la logique. Hein? Ah non, je vois pas, AstraZeneca, il donne de la fièvre, on a des réactions. Mais alors? Quel est le vaccin qui donne pas de réaction? Et puis, c'est pas tout le monde qui a 40 de fièvre et qui perd 5 kilos ou quoi, ok, ce qu'on me raconte. Il faut le faire 60%. Alors moi je vous ai dit ce qui va se passer. Vous savez que la 2e injection après l'AstraZeneca, c'est 12 semaines après. Mais moi je pense que dans 12 semaines, c'est pas l'AstraZeneca que vous ferez, ce sera le Sputnik. Parce que je vous l'ai déjà dit que la stratégie des Russes, c'est de se coordonner avec l'AstraZeneca, qui est le même vaccin, le même mode de fonctionnement du vaccin, avec des adénovirus différents. Et on sait que le fait de changer d'adénovirus potentialise l'effet du vaccin et on passe de 60% d'efficacité à 90% d'efficacité. C'est pour ça que le vaccin russe a 90% d'efficacité et l'AstraZeneca n'en a que 60%. Parce que l'AstraZeneca, c'est le même virus, l'adénovirus du chimpanzé, aux 2 injections, tandis que le vaccin russe, c'est 2 adénovirus différents. Alors pourquoi c'est mieux 2 adénovirus différents? Parce que si vous faites 2 fois le même, vos propres anticorps vont attaquer du 2e injection, vont attaquer le virus. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Ils vont attaquer le 2e vaccin. Donc vous allez vous battre contre votre 2e injection. Donc c'est pas bon, il faut changer de virus. Mais je pense que d'ici 12 semaines, les Russes qui sont en train de se mettre d'accord avec AstraZeneca, et pour un accord entre première injection AstraZeneca, 2e injection Sputnik, tout ça se mettra en place. Et que la 2e injection, ce sera du Sputnik et ce ne sera pas de l'AstraZeneca. Donc n'hésitez pas à vous faire vacciner avec Sputnik, avec l'AstraZeneca.
C'est des très bons produits, le Sputnik et l'AstraZeneca, à partir du moment où on change de truc. Donc, je vois, les gens sont très réticents à faire l'AstraZeneca. D'abord, le problème de la réaction, c'est classique. Je crois pas qu'avec, quand vous allez faire un vaccin atténué ou un vaccin inactivé ou autre, vous n'allez pas avoir de réaction. Tous les vaccins donnent des réactions, c'est normal, puisque vous allez faire une réaction de défense. Donc c'est pas un argument de dire je vais faire 40 de fièvre, il y a des réactions, eh ben si vous avez une réaction à 40, vous êtes en arrêt de travail 3 jours et puis c'est tout. Y a-t-il du Sputnik en France? Aujourd'hui il n'y en a pas, mais je pense que dans 12 semaines, quand il y aura la deuxième injection, je pense qu'il va y avoir. Donc n'hésitez pas, c'est pas un argument de truc. Demain vos médecins auront chez eux, dans leur cabinet, l'AstraZeneca. Vaccinez-vous. Depuis une semaine, j'entends, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin. D'accord, il n'y a pas de vaccin, mais il y a l'AstraZeneca, faites-le. Ah, ça donne de la fièvre, ça donne de la fièvre. Ah non, ça donne de la fièvre. C'est pas grave, faites-le. C'est à 60%, c'est 60%, mais si la deuxième injection vous changez de virus, peut-être que vous allez passer à 90%. C'est pas sûr, elle me dit comment c'est sûr qu'on va avoir Sputnik. C'est pas sûr, mais c'est probable. C'est la stratégie qui est en train de se mettre en place. 12 semaines, c'est la deuxième injection. Vous savez, c'est 12 semaines. C'est 4 mois. Non, 3 mois. 3 mois, tout peut arriver en 3 mois. Donc, n'hésitez pas, demain, les premiers arrivages de virus, de vaccins en pharmacie qui vont être distribués aux médecins, c'est demain. Donc demain, vous téléphonez à votre médecin traitant et vous leur posez la question, est-ce qu'ils vont faire les vaccins ou on ne fait pas le vaccin? Et vous trouvez un médecin traitant et vous faites les vaccins. Vous avez vu les résultats. Et même les jeunes de 40 ans, il faut qu'ils le fassent aujourd'hui. Ils peuvent faire des formes graves. C'est fini l'époque où on disait qu'il n'y a pas de formes graves chez les jeunes. Aujourd'hui, il faut qu'ils le fassent. Parce qu'on ne sait plus. Il va nous rendre fous. C'est un monstre. Un monstre. Enfin bref, allez. Quels sont les 10 pays qui ont le plus grand nombre de décès? On va se remonter un peu le moral. Les 10 pays qui ont le plus grand nombre de décès par million d'habitants. Gibraltar, Saint-Marin, la Belgique, la Slovénie, les Royaumes-Unis, la République tchèque, l'Italie, les États-Unis, le Portugal, le Monténégro. Donc vous voyez que la France s'en sort pas mal. Par million d'habitants, on n'est pas dans les 10 premiers. Les 10 pays qui ont le plus fort taux de létalité, le taux de létalité est la proportion de décès liés à une maladie par rapport au nombre de cas atteints par la maladie. C'est-à-dire que sur le nombre de gens qui ont eu la maladie, combien ils sont morts? Le taux de létalité, quels sont les pays les plus importants? Le Yémen, le Sahara occidental, le Mexique, le Soudan, la Syrie, l'Égypte, l'Équateur, l'île de Man, la Chine et Montserrat. On n'y est pas. Donc vous voyez que la France n'est pas si mauvaise que ça. Donc vous avez de la chance de vivre en France. Pour ceux qui vivent en France, vous avez de la chance. Vous avez de la chance de vivre aux États-Unis. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, vous avez de la chance de vivre en Espagne. Pour ceux qui vivent en Espagne, vous avez de la chance de vivre en Tunisie. Pour ceux qui vivent en Tunisie et qui se plaignent tout le temps. Mais vous aurez été au Yémen alors, 28% de morts. Vous aurez été au Mexique, 8% de morts. Même en Égypte, 6% de morts. Regardez ce qui se passe dans les autres pays avant de grogner sur votre propre pays. Regardez ce qui se passe. Salut Adli, comment vas-tu? Exactement, Martine me dit, Marlène me dit que 50% sont couverts par le vaccin de la grippe, et pourtant tout le monde le fait. Et nous, 60% on fait la fine bouche pour le AstraZeneca. Quels sont les 10 pays qui ont vacciné le plus leur population? Les 10 pays, alors là aussi, là on va pas être brillant par contre. Ceux qui ont vacciné le plus, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, nous voilà le fameux Dubaï. Dubaï, on ne parle jamais, enfin si, on en a parlé de Dubaï. Mais en tout cas, il est avant Israël. Il faut quand même le savoir. Les Émirats Arabes Unis, je vous avais dit déjà la dernière fois, ils étaient en deuxième position, ça arrive avant Israël. Ils ont vacciné 56% de leur population est vaccinée. Magnifique Dubaï, bravo Dubaï, on va aller à Dubaï du coup. On va tous aller à Dubaï. Et on est aussi quand on sera vacciné. Bon, Israël 46%, Gibraltar, Seychelles, Royaume-Uni 23%. Les îles turques et Caïques, on ne sait pas ce que c'est, Palaos, on va être des villes impossibles, hein. Bahreïn et Jersey. Donc nous on n'est pas dedans, mais on n'est pas les seuls. Il n'y a pas les États-Unis,
Il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas le Canada. Bon, il y a Israël et le Royaume-Uni. On n'est pas dans le lot dans le lot. Donc vous voyez que la France, quand même, il faut pas trop se plaindre. On est quand même dans une situation, c'est sûr que c'est dur, mais on est dans une situation quand même où on n'a pas beaucoup de létalité, on a quand même des hôpitaux qui tiennent le coup, et on a quand même un pourcentage de létalité qui n'est pas, en tout cas, très 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 importante. Donc c'est pas trop mauvais pour ce qui est de tout ça. Par contre, au niveau vaccination, je vous ai dit, c'est pas très brillant, mais vous le savez. Mais vous savez, il n'y a pas qu'en France, qui c'est pas très brillant. Je vais vous dire ce qui est arrivé aux États-Unis, Le jeudi 11 février 2011, 5 sites de vaccination contre le Covid-19 à Los Angeles fermeront temporairement en raison de pénurie de doses, a déclaré le maire Eric Garcetti. Vous voyez, aux États-Unis, c'est pas mieux que la France. Tout le monde est dans la guerre pour ces vaccins. C'est la guerre aux vaccins. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la Tunisie, il n'y a pas que l'Angleterre. Tout le monde est dans la même histoire. Bien sûr, Israël, ils ont commandé, c'est un petit pays, les Bahreïn, c'est petit, les Dubaï, c'est une pois chiche. Qu'est-ce que c'est? Il faut quoi? Ils ont 7 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, c'est quoi? Israël, Dubaï, tout ça. Mais des pays comme les États-Unis, 250 millions d'habitants. Mais qui va vacciner 250 millions de personnes? Combien de temps? La France, 70 millions, 80 millions d'habitants. Comment les vacciner? Regardez l'Angleterre qui a commencé en même temps qu'Israël, ils sont à 20% de vaccination, mais c'est énorme déjà. Ils sont, je sais pas combien de millions, les Anglais. C'est pas facile de vacciner tout un pays. Regardez, les Américains, ils sont obligés de fermer les sites. Il n'y a plus de vaccins. Cela inclut le Dodger Stadium, qui est un des plus grands centres de vaccination des États-Unis. Il a été fermé. Les 5 sites seront fermés à partir du 12 février parce qu'il n'y a plus de vaccins. Nous vaccinons les gens plus vite que les nouveaux flacons arrivent ici à Los Angeles. Bien sûr, quand le système de vaccination dans un pays moderne se met en route, ça va très vite. Vous avez vu en France, en l'espace de 2 mois, il y a eu 4 millions de vaccinés. On a pratiquement le même nombre de vaccinés première injection qu'Israël. Ça va très vite quand ça se met en route. Les États-Unis, ça va très vite, ça va plus vite que la musique. Il n'y a pas de dose. Ils sont obligés de fermer. Un stade entier, ils ont fermé. Il y a 5 sites de vaccination, il n'y a pas de dose. Nous vaccinons plus vite que les nouveaux falcons arrivent. Je suis préoccupé en tant que maire par le fait que notre approvisionnement en vaccins est inégal, imprévisible et souvent inéquitable. Donc il n'y a pas que la France. Nous on râle en France, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de... Mais il y a partout. C'est la guerre aux vaccins. La ville n'avait reçu que 16 000 nouvelles doses cette semaine. Vous vous rendez compte? 16 000 doses pour Los Angeles. Je sais pas combien, 3 millions d'habitants, 4 millions, 16 000 doses. Qu'est-ce que c'est 16 000 doses? C'est une goutte d'eau, un crachat, c'est rien. 16 000 doses de vaccin ce matin à Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 16 000 doses? Ils peuvent même pas vacciner un immeuble. Mais où on va? Joël Haddad, il me dit 156 millions en Angleterre. Mais il y a 16 000 doses pour tout Los Angeles. Comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'autres régions dans le pays ont connu des problèmes similaires car la demande dépasse de loin l'offre et les fournisseurs de vaccins ont du mal à prévoir le nombre de doses qui arriveront. Donc voilà, le problème du vaccin, c'est le même problème partout. Ne râlez pas trop en France. Si vous avez la possibilité de faire l'AstraZeneca, faites-le, parce que de toute façon, dans le monde entier, c'est un problème. Il n'y a pas de solution pour personne. Tout le monde doit se battre pour aller faire son vaccin et tout le monde doit être là pour faire son vaccin et ne pas réfléchir. Alors, quelles sont aussi les autres nouvelles que je voulais vous dire? Alors oui, ils sont partis, les types de l'OMS, les scientifiques, ils sont revenus de la visite de l'OMS. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont été à l'OMS, ils ont été à Wuhan, ils ont été au marché, ils ont vu les trucs, ils ont cherché, rien. Ils sont revenus, frustration, disent-ils. Ils sont revenus la semaine dernière avec une série de déceptions et de frustrations. S'ils continuent de penser que le Covid-19 est passé des chauves-souris à l'homme par le biais d'un mammifère, ils n'ont pas trouvé toujours l'animal. Toujours ils cherchent l'animal. Quel est l'animal qui a été entre la chauve-souris et l'homme? On ne l'a pas trouvé encore, ils sont partis 15 personnes, ils ont fait le tour de tout le pays, rien du tout. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Ce qu'ils ont pu voir, c'est que par contre, l'épidémie avait commencé bien avant janvier. Et les premiers cas étaient déjà depuis novembre là-bas en Chine, et puis dans des endroits différents. Donc, si vous voulez, ils sont même plus sûrs de rien. Ils sont revenus moins avancés qu'ils sont repartis. Ils sont revenus moins avancés qu'ils sont venus. Donc, vraiment, ça a été un trou dans l'eau, cette histoire.
La seule chose, ils savent que ça a beaucoup circulé avant. La propagation avait même probablement commencé bien avant le mois de décembre. Je vous ai dit, sur le professeur Edward Holmes de Sydney en Australie. Le virus se serait répandu durant un certain temps sans être détecté, avant l'explosion de nombreux cas à la fin de l'année 2019. Certaines séquences génétiques proviennent des marchés et d'autres non, contrairement au postulat de départ qui affirmait le premier foyer de contamination dans un marché de Wuhan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils se sont aperçus que l'origine de l'épidémie n'est pas unifocale. Il pourrait y avoir plusieurs endroits en même temps où ça serait parti l'épidémie. Enfin bref, ils sont partis là-bas, ils ont fait des trucs, rien du tout. Ils sont obligés de faire des vérifications supplémentaires, on n'a pas avancé d'un poil. On ne sait toujours pas comment a eu lieu cette épidémie, on ne sait toujours pas. De nombreuses interrogations subsistent donc, et les enquêteurs de l'OMS ont fait part de leur déception concernant le manque d'accès aux données brutes, notamment dans les cas antérieurs de maladies comme la pneumonie et la grippe. Voilà. Voilà donc l'histoire de l'OMS qui est parti faire la visite à Wuhan, parce que vous savez que Wuhan, c'était le centre et que le président Trump à l'époque, qui était président des États-Unis, voulait porter plainte contre Wuhan, avait demandé une commission d'enquête. Donc ils ont été l'OMS et finalement ça n'a servi à rien. Une autre nouvelle, est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise, mais maintenant on a fini de prendre espoir avec les nouveautés scientifiques qui nous font espérer et qui retombent comme des soufflets, c'est le masque antiviral. Voilà la France maintenant qui a fait un nouveau masque, un masque antiviral. C'est des masques FFP2 et des masques chirurgicaux avec une espèce de 4 filtres et que ça peut tuer les virus, c'est des masques virucides. C'est le laboratoire je sais plus comment il s'appelle ce laboratoire, Biosérénité, avec l'INSERM et le CNRS de Lille, qui ont mis en évidence ces masques. Alors peut-être que ça va être bien. Le masque tue le virus, paraît-il. Quand vous mettez ce masque, le virus arrive, et ben il le tue. Voilà, c'est les dernières nouveautés. Moi, la vérité, maintenant, je commence à perdre espoir de tous ces trucs qu'on nous dit que ça va tuer le virus, et la colchicine, et le chloroquine, et la vermectine, et tout ce qu'on a entendu depuis le début. Et donc voilà encore ce qui nous sort maintenant. Donc un masque antiviral. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On sait pas. En tout cas, la durée de vie de ces masques, c'est 4 heures. Donc vous vous rendez compte, si tous les 4 heures vous devez changer de masque. Donc ça c'est bien si vous allez une fois faire une course ou vous allez dans un centre médical, vous avez peur de vous contaminer, ou vous allez dans un endroit un peu dangereux. Aux 4 heures, ça coûte 0,50 centimes le masque chirurgical et 1,50 le masque FFP2. Voilà, c'est le laboratoire Biosérénité, vous pouvez en commander, allez sur internet, vous verrez, est-ce que ça vous intéressera, est-ce que c'est efficace, vous verrez, vous pouvez l'acheter par internet. C'est pas que je fasse de la pub, je m'en fous, je connais pas du tout ce laboratoire, mais bon, est-ce que si c'est efficace, pourquoi pas. En tout cas, ils disent que c'est efficace non seulement sur le virus originel, mais ça serait aussi efficace sur les variants. Les études ont montré une réduction du virus de 99,9% en moins de 5 minutes et de 96% en moins de 2 heures, selon le professeur de la faculté de pharmacie de Lille et chercheur à l'INSERM, Nicolas Blanchement. Ce dispositif fonctionne sur les variants, a-t-il assuré. Made in France, fabriqué par une usine à Troyes. Ces masques Sidaltex par Biosérénité, représentent aussi un déchet à risque. Bon, enfin bref. Voilà, donc si vous allez chercher, regardez sur Internet, vérifiez ce que c'est. Aujourd'hui, il faut toujours mettre des réserves, parce que la vérité, cette histoire commence un peu à devenir un peu longue et un peu désespérant. Ce soir, vous avez compris, je suis pas dans un trip optimiste, malheureusement. Qu'est-ce que ça montrait aussi, cette crise? Ça montrait que l'Europe avait des limites. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que l'Allemagne a fermé la frontière avec le Tyrol australien. Et donc, il y a plus personne ne peut passer. Même il faut faire un test PCR. Et encore, je crois que même avec un test PCR. Donc, ce qui se passe, c'est que les routiers italiens, eux, passaient par l'Autriche pour aller en Allemagne. Et donc, du coup,
les Autrichiens, ils ont dit, nous, on veut pas être le parking de l'Europe et les Italiens qui arrivent et qui peuvent plus rentrer en Allemagne. Et donc, ils ont bloqué les Italiens qui sont restés à la frontière. Les Italiens, ils ont dit, mais oui, mais si nous, ils nous bloquent, nous, on va faire la réciprocité, on va bloquer les autres. Et l'autre, il bloque l'autre. Donc voilà l'Europe qui était large, le grand marché commun avec l'ouverture des frontières, le tout. Et ben voilà, tout est fermé. Le Covid a eu raison de l'Europe. Comme quoi, vous voyez, hein, les choses reviennent à la normale. Chacun a fermé sa frontière et personne ne veut laisser rentrer l'autre. Les Allemands ne veulent pas laisser rentrer les Autrichiens. Les Autrichiens ne veulent pas que les Italiens rentrent parce qu'ils ont peur qu'ils se bloquent à la frontière avec l'Allemagne et qu'ils restent parqués dans des parkings en Autriche le temps qu'ils fassent des PCR ou que les Allemands les laissent rentrer ou quoi aux caisses. Donc ils ont fermé aux Italiens. Les Italiens, ils se disent, mais pourquoi eux, s'ils nous ferment, nous, on va fermer. Et voilà que eux, ils veulent fermer. Donc voilà que les trucs, l'Italie. Donc voilà 3 pays européens qui sont normalement les bras les uns avec les autres, qui se retrouvent à s'étrier et avec des solutions insolubles. Donc voilà, vous voyez que l'Europe est en train d'éclater. Déjà que tout le monde était très mécontent de la manière dont l'Europe a acheté les vaccins. Voici que maintenant, chacun veut plus laisser rentrer l'autre. Tout le monde a peur du variant anglais. Tout le monde dit que le variant anglais est chez le voisin et que le voisin va le faire rentrer chez lui. Donc tout le monde a peur du variant anglais. Donc chacun se rejette la faute. Et donc voilà comment on va faire, comment se fait des frictions d'un pays à l'autre. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces trucs. Et puis il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé quand même. C'est le mode de transmission. On va terminer là-dessus. C'est le mode de transmission de la maladie. Vous savez, on avait dit au début que la transmission de la maladie, c'était des aérosols et les trucs et tout ça. En fait, maintenant, avec les études, au bout d'un an, vous savez, tout le monde cherche et il se dit tellement de choses. On ne sait même plus quoi croire. Même ça, aujourd'hui, je sais même quoi. Maintenant, ils nous disent que le confinement, ça a été une source de contamination. Ils disent qu'il y a deux contaminations, deux types de contamination. La contamination de proximité où les gens sont peu contagieux et contaminent les gens qui sont à côté d'eux, qui vivent dans la même maison ou dans la même école ou dans la même classe, dans le même lieu. Et puis il y a des grands contaminateurs qui sont des gens qui envoient des aérosols très 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 loin, très à distance, et qui sont hyper contaminants. Et donc, si vous voulez, ils disent que le fait d'avoir confiné les gens, eh ben, dans la famille était positif, tout le monde était positif. C'était une contamination à faible dose, mais qui était de cas en cas, ça contaminait les gens. Et ils estiment que dans une maison, chacun va contaminer 20% des gens qui sont là. Et donc, ils disent ça sont des petits contaminants. Par contre, il y a des gens qui sont de grands contaminants et qui sont capables de contaminer des salles entières. En fait, ils ont des aérosols qui volent très loin. Il suffit qu'ils attrapent quelqu'un, hop, ils sont très contaminants, ils chopent la maladie. Et ils disent que dans ce qu'on avait vu en mars, vous savez, dans ces églises évangéliques où c'est parti à Mulhouse, où il y avait tous ces gens qui ont été contaminés d'un coup. On a vu ça dans certains mariages, notamment au Maroc, où il y a eu des gens qui ont été contaminés d'un coup, plein de gens d'un coup et tout ça. Ils disent que c'est pas le fait qu'ils étaient à côté les uns des autres ou quoi. C'est le fait qu'il y a eu un grand contaminateur ou deux grands contaminateurs et c'est leurs particules qui ont contaminé tout le monde. Et ils pensent donc qu'il y a deux genres de contamination. Il y a la contamination le petit contaminant et le gros contaminant. Le petit contaminant, il va contaminer à la maison, et le gros contaminant, c'est celui qui contamine dans la rue, et ils disent que c'est impossible de ne pas être contaminé. Même si vous avez un masque, parce que beaucoup de gens me disent, mais j'avais un masque, je sors pas, je fais très attention. Vous avez été au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ce que dit l'OMS. Les gens comme ça qui ont été contaminés, ils ont été au mauvais endroit au mauvais moment. Et même si vous avez un masque, même si vous avez les trucs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS, donc je sais pas s'il faut croire. En tout cas, ils disent, même si vous avez un masque, même rien du tout, si c'est que vous êtes malheureusement rentré au contact de ces grands contaminants, eh ben, tous ceux qui vont rentrer en contact, ils vont contaminer tout le monde. Il a une grande capacité. Et puis, celui qui a été contaminé, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, et à la maison, hop, nouvelle source de contamination. Et donc, il continue à contaminer, et l'un, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, en fait, il y a les grands contaminants, les petits contaminants. Le grand contaminant va infecter beaucoup de gens, et tous ces petits gens deviennent des petits contaminants, et ils contaminent 20% de sa maison. Et donc ils disent que c'est pas le confinement qu'il faut faire. Voilà, au bout d'un an, c'est pas le confinement. Après qu'on a subi les confinements, les trucs, et tout ce qu'on a subi.
C'est pas le confinement qu'il faut faire, c'est l'isolement. C'est quoi l'isolement? L'isolement, si vous prenez le mec, vous le mettez dans un hôtel. C'est vrai qu'ils ont raison. Mais c'est facile dans un petit pays. On va isoler. Je sais pas. En tout cas, voilà la solution que donne l'OMS. L'OMS dit c'est pas le confinement. Au contraire, ça aggraverait même les contaminations parce que chacun va contaminer à sa maison 20%. Même si vous prenez des précautions. Ce sont des petits contaminateurs, mais ils contaminent. Tandis qu'il y a les grands contaminateurs qui sont là et qui contaminent plein de monde. Et en fait, si vous vous trouvez, je sais que c'est pas très optimiste. Oulala, pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui, je suis très pessimiste. Je suis très triste, très pessimiste. Et je vous dis franchement, je suis pas démoralisé, parce que moi, je gardais le moral. Faut pas démoraliser. Mais je suis inquiet. Je me pose des questions. Comment finir de cette histoire? Comment en sortir de tout ça? Qui va nous en sortir? Je sais pas. Donc il y a les grands contaminants, les trucs. Bon, il y a des pays qui s'en sortent. Vous ne vous inquiétez pas, il y a des pays. C'est pas nous, malheureusement. Nous, on peut pas en sortir. Mais il y a des pays qui s'en sortent. Et quels sont les pays? L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan. Mais oui, mais eux, ils ont des mesures drastiques. D'abord, ils ont fait quelque chose de très important, ces pays. Ils ont fermé les frontières aux non-résidents pour les ans, le 1er janvier 2020. C'est-à-dire, dès les premiers cas à Taïwan, au Chili, ils ont fermé les frontières pour les non-résidents. Plus personne ne rentre en Australie, au Taïwan et en Nouvelle-Zélande. La frontière est fermée. Comme ça, on n'en parle plus. Mais c'est radical. Ah ben, c'est sûr, l'aéroport est fermé. Ils ne peuvent rentrer que ceux qui sont résidents. Si vous êtes taïwanais et que vous êtes résident en France, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, non. S'il faut être résident. Et quand vous arrivez, on vous isole. 15 jours. PCR à l'arrivée à l'aéroport. On vous amène dans une voiture spéciale, dans un hôtel. Vous restez 15 jours, PCR au bout de 10 jours. Et vous ne sortez qu'au bout de 14 jours d'isolement. Donc plus personne ne rentre. Ceux qui rentrent, ils restent 14 jours à l'hôtel. Le malheureux à Taïwan, il a voulu sortir. Ils l'ont retrouvé dans une... Parce que ce qu'ils vous font, ils vous donnent une puce électronique. C'est-à-dire, ils prennent votre téléphone, ils vous donnent une carte SIM qu'on peut suivre. Et vous avez votre téléphone avec la carte SIM. C'est où vous allez, on sait où vous êtes. Il y en a, le malheureux taïwanais, il est parti en boîte... Enfin, le malheureux, c'est un fou. Il est parti en boîte de nuit alors qu'il devait être dans l'hôtel. Ils l'ont attrapé dans la boîte de nuit. 30 000 dollars d'amende. 30 000 dollars, ça vous refroidit, hein, 30 000 dollars d'amende parce que vous êtes parti en boîte de nuit. Vous pouvez payer des bouteilles de champagne, hein, boîte de nuit, 30 000 dollars. Il les a eu, lui, 30 000 dollars, parce qu'il y avait un petit Philippin, le malheureux, il est sorti 8 secondes, il est sorti de l'hôtel. 8 secondes. 3 000 dollars. 3 000 dollars, mais oui, en France, vous sortez, vous avez 130 euros d'amende, les gens, 130 euros d'amende. 3 000 dollars. Voilà qui est dissuasif. 130 euros, c'est pas dissuasif. C'est pas dissuasif. Pour quelqu'un qui gagne sa vie, c'est pas dissuasif. Il va prendre le risque. 3 000 euros, oui. 3 000 euros, même si vous gagnez bien votre vie, vous la sentez, la sortie. La sortie à 3 000 euros, elle fait cher la sortie. Donc c'est pas dissuasif. Mais, moyennant quoi, tous ces gens-là, dans ces 3 îles dont je vous parle, les gens, ils vivent normalement. Les stades sont pleins. Les cafés sont pleins. Le seul endroit où il faut avoir des masques, c'est dans les lieux communs, les métros et dans les administrations. Et là, si vous n'avez pas le masque, c'est 500 euros d'amende. Mais ils ont une vie normale. Il n'y a pas de confinement, il n'y a rien. Mais personne ne rentre, personne ne sort. Ils ont fermé. La boîte de sardines, paf, fermée. Il n'y a plus d'histoire. Comme ça, il n'y a pas de problème. On règle le problème. C'est tout, c'est comme ça, ils ont fait ça, et ben voilà, ces 3 pays, ils sont sortis. Des mesures très strictes avec l'espoir de reprendre une vie normale. Fermeture des frontières aux étrangers non résidents et la mise en quatorzaine obligatoire de toute personne entrant dans le pays. C'est tout. Et ça a été fait à Taïwan en janvier et en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du mois de mars. Dès qu'ils ont entendu qu'il y avait une épidémie, ils ont fermé les frontières. C'était ça qu'il fallait faire. D'ailleurs, l'Allemagne va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elle a fermé les frontières depuis un mois.
Elle n'a pas eu le variant anglais. Et elle continue à fermer la frontière. Elle a continué avec le Tyrol, ils ont fermé, ils veulent pas de variant anglais. La seule manière d'éviter que le variant anglais arrive, c'est de fermer les frontières. La France, ils ont fermé d'abord tard, et puis on sait pas si c'est fermé. Quand je vois que mes copains, ils sont à Saint-Martin, qu'est-ce qu'ils ont fermé quoi? Et j'ai fait un WhatsApp avec mon copain, il était à Saint-Martin sur la plage. Je dis, mais comment tu as fait pour aller? Il a été. Alors vous avez dit, vous allez me dire, vous allez faire le coup de Dubaï. Mais il a été. À Saint-Martin, là-bas, tout est ouvert. En Martinique et en Guadeloupe, c'était bien ouvert à Noël. Et tout le monde est parti faire la fête en Guadeloupe et en Martinique. Qu'est-ce qu'ils sont revenus? Ils ont infecté la Martinique. Maintenant, la Martinique, c'est ouvert, mais la Guadeloupe, c'est fermé. Il faut pas voyager, je vous l'ai dit, pour Dubaï. Tout le monde a vu ma vidéo en viral et rigolé. Dubaï. Mais oui, il faut pas voyager. Et regardez ces pays qui ont gagné, c'est qui gagnent, qui sont sortis pratiquement de l'épidémie. C'est qui? C'est qu'on fermé. Hong Kong aussi, ils ont fermé. Il faut fermer, c'est tout. Il y a la seule solution, c'est tout. La France va fermer, je ne sais pas si elle va fermer. Il n'y a plus d'aéroport, soi-disant. Mais quand je vois les gens qui viennent, l'autre il m'a dit, son fils il est au Maroc en vacances. Aujourd'hui à midi, quand j'étais avec mes copains, on est parti. Il a fait un faux papier du Maroc, comme quoi il avait une mission de je sais pas quoi, il est parti. Et alors, s'il était vacciné, d'accord, mais s'il n'est pas vacciné, s'il a le variant anglais, il sait pas. Il y a des études qui ont été faites sur toutes les entrées des gens qui viennent en voyage. Ils ont fait des études, les Chinois, parce que les Chinois, ils font des PCR à tous ceux qui rentrent. La probabilité qu'un voyageur en avion ait une PCR positive est de l'ordre de 0,01%. C'est pas neutre, 0,01%. Donc vous avez des gens qui voyagent, ils sont le plus souvent asymptomatiques. Les auteurs ont noté, les Chinois, que le pourcentage de voyageurs asymptomatiques augmente de plus en plus depuis le mois d'avril. De avril, il était à 27% de voyageurs asymptomatiques. En octobre, il était de 59% de voyageurs asymptomatiques. C'est le problème de ce virus. N'oubliez pas le problème de ces virus. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le SRAS et le Covid? C'est que le SRAS, il n'y avait que les contagieux qui contaminaient. Donc c'était facile de l'arrêter. Tous les malades qui toussaient, on les mettait de côté. Parce qu'on savait qui était le contaminateur. Il ne pouvait être que malade. Le Covid, c'est toute la difficulté, c'est que ce sont les asymptomatiques qui peuvent contaminer. Donc on ne sait pas, vous voyez voisins, vous avez sur 10 voisins, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ils peuvent être positifs asymptomatiques, c'est ça la difficulté du Covid. Les difficultés du Covid sont les asymptomatiques, ce ne sont pas les symptomatiques, c'est facile le symptomatique. C'est pour ça que le SRAS a été réglé tout de suite en Asie. C'est pas arrivé en France. Parce que le SRAS, dès que vous aviez un type qui toussait, qui truc, hop, isolement, confinement. Tandis que nous, on n'en est pas là. C'est l'asymptomatique, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre, c'est n'importe qui. Vous pouvez pas le savoir. Salut Robert Ganem, comment vas-tu? Donc c'est ça l'histoire. Donc il faut faire très 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 attention. Surtout ne jouez pas avec ça. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites attention à vous. Il y a des pays qui ont réussi, il y a des pays qui n'ont pas réussi. C'est pas toujours facile de gérer cette épidémie. Vous voyez, tous les pays sont un peu... Oui, on n'est pas sorti d'affaires, Nina Cohen. C'est vrai, on n'est pas sorti d'affaires. C'est pas réservé que surtout aujourd'hui, je suis pas dans un état d'esprit positif, donc j'ai pas été très positif, c'est vrai. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas, il faut rester toujours debout, il faut toujours avancer, il faut pas avoir peur, il faut garder le moral, t'as plus le moral. Il faut garder le moral, Nina, c'est comme ça. Il faut avancer. Essayez de vous faire vacciner, essayez d'avancer, essayez de faire attention à vous, essayez de ne pas trop sortir, essayez de rester responsable. Et puis c'est tout, et puis normalement ça devrait aller. Allez, ne vous inquiétez pas, tout ça va passer. De toute façon, l'humanité n'a jamais été battue par un virus. L'humanité a continué avec toutes les épidémies, les pestes, les choléra, les Ebola, les SRAS, les SROS, les Russes, les trucs, tout ce que vous voulez. Bonjour, salut Marco de Londres, comment vas-tu? Tout cela est passé, l'humanité est toujours vivante, l'humanité est toujours debout, on restera toujours debout avec. N'ayez pas peur, continuez à vivre. Et puis alors, voilà, qui c'est qu'on va inviter à l'écran? Allez, hop. On va voir qui c'est qui vient de Tunis, là.
Sanda, je t'ai pas vu. Mais Sanda, est-ce que tu peux te demander à être sur le groupe? Alors là, on a qui? Le Tunis? Non, on n'arrive pas. On va voir. Hop, le groupe. Non, je vais demander à Sanda. Je voulais juste qu'elle nous donne un avis sur les variants de Tunis. Si elle est là, elle a dû partir. Elle n'est plus là. Et Pierre Zeytoun est là? Non, Pierre Zeytoun, est-ce que tu es là? Pierre n'est pas là. Dommage. Bon, en tout cas, on va attendre. Tac. Barbara et Willy. Pierre Zeytoun. Allez, hop. On va voir notre ami Pierre de Elat. On va voir quelles sont les nouvelles. Si ça arrive à marcher, parce que. Comment veux-tu, Pierre? Très bien. Alors, et toi? Des nouvelles d'Elat, mon ami. Ton discours était un peu pessimiste ce soir. Oui, hein. Un peu... je te dis franchement, cette histoire de gamin de 40 ans qui est dans une forme grave m'a traumatisé. Hein. Je te dis franchement. Ouais, je vois que ça t'a secoué vraiment. Oui, vraiment. Bon écoute. Alors, comment va Elat? Elat va bien. Ben, écoute, à partir d'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de magasins qui ont réouvert puisque on a fini le confinement, l'ouverture progressive. Donc là, on a ouvert tous les magasins. Les restaurants sont toujours pas ouverts et les hôtels parce qu'il faut un certain temps pour leur mise en route. Et je pense que d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, ça va réouvrir, mais avec uniquement ceux qui ont le passeport vert, c'est-à-dire ceux qui ont eu les 2 injections et après 8 jours, puisque tu ne l'obtiens que 8 jours après la 2e injection, ou ceux qui font un test PCR datant de moins de 72 heures. D'accord. Donc, en fait, vous avez mis quelque part en place le passeport vaccinal. Oui, absolument. Le passeport vaccinal a été mis en place. Bon, si tu veux, il y a les coordonnées, le numéro de carte d'identité, ta date de naissance. On a le détail de la date à laquelle tu as eu le premier vaccin avec le numéro de série du vaccin et le nom du vaccin. Pareil pour le deuxième. Et ensuite, on sent qu'il y a un effet du vaccin. Les gens sont plus décontractés. Les gens sont comment? Ils respectent le masque. Il y a toujours le masque, mais c'est vrai que dans certaines, disons, certains groupes de population, ils se laissent un peu aller. C'est ça, hein, ceux qui ont été vaccinés se laissent aller. Voilà, ils ont une perte de barrière en pensant qu'étant vaccinés, ils sont protégés. Et comme la dernière fois, d'ailleurs, le docteur Cohen a dit qu'ils avaient fait les tests comme quoi on était quand même moins propagateur de virus une fois qu'on avait après les 8 jours de la 2e vaccination. Donc, il y en a pas mal qui se laissent un peu aller. Mais bon, moi, j'essaye de faire attention parce que bon, on n'a pas 20 ans ni 30 ans, mais c'est vrai qu'après ce que tu as dit tout à l'heure, que des gens d'un âge quand même très jeune, 30, 40 ans, qui sont atteints de ce virus, ça fait peur parce que c'est les âges de nos enfants. Hein. Ben, c'est ce que je disais. Mon fils a 35 ans. Je vais voir si quelqu'un peut nous parler. Pierre, merci beaucoup. Je vais voir si on peut aller à Nice. Allez, je t'embrasse. Allez, bye. Salut Pierre, bye. Bientôt. Toujours fidèle, merci beaucoup. On va essayer d'avoir Amel Ladjimi. Impossible de montrer, cette division a déjà un invité. Ok, alors on va terminer le truc. On va éliminer, hop, et on va autoriser. Ajout en cours. Si on peut avoir Amel de Tunis, on ne la connaît pas physiquement, Amel. On va la voir pour la première fois peut-être. Non, elle n'est pas là. Amel n'est pas là. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un de Tunis pour qu'il nous donne le sentiment de ce qui se passe à Tunis. Tant pis, on va voir qui c'est qui peut être là de Tunis. Ben non, on n'a personne de Tunis. Bon, c'est pas grave. Ok, les amis, donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle n'était pas très optimiste, hein, mais bon, c'est comme ça la vie. Une fois ça va, une fois ça va pas. Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon. Et faites attention à vous, rien n'est fini. Il faut faire très très attention, surtout si vous êtes jeune, si vous avez entre 25 et 45 ans. Attention à vous, c'est maintenant le virus attaque les plus jeunes. Et donc faites attention, faites attention, faites attention. Attention à vous. Et surtout, n'oubliez jamais qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et à la semaine prochaine, à 19h, si tout va bien. Allez, ensemble, on est plus forts. Passez une très, très bonne semaine et à la semaine prochaine.